On est de retour dans ce setup. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire probablement l'une des dernières update lectures de cette année 2020, puisque j'ai 5 livres à vous présenter, dont certains sont des coups de cœur absolus. Donc je suis hyper contente de pouvoir vous tourner cette vidéo et de pouvoir vous en parler. Je suis de retour en France et donc voilà, je suis dans mon setup habituel. Je suis tellement heureuse de retrouver ces livres. Voilà, ma bibliothèque m'avait manqué, c'est très con mais c'est comme ça. La première lecture dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Pierre et d'Os de Bérengère. Je sais pas si on dit Cournut ou Courtnut ou Cournut. On doit... Je pense que ça s'entend. Bonjour, je suis revenue dans une maison où il y a énormément de bruit. Ma soeur m'a fait valoir du coup que puisque c'est une autrice francophone, ça doit sûrement se prononcer à la francophone, donc Cournut ou quelque chose comme ça. Moi j'arrêtais pas de dire Cournut parce que c'est anglophone. Mais donc dans De Pierre et d'Os qui m'a été chaleureusement recommandé plusieurs fois. Enfin quand j'ai dit que je l'avais dans ma bibliothèque et dans mes pales, on m'a dit oui il est génial et tout. Je dois avouer que majoritairement j'ai craqué pour la couverture l'année dernière et parce que quelqu'un sur Bookstagram en avait parlé. Tarte aux pommes je crois, est-ce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou tarte aux pêches? Désolée, je crois que c'est Tarte aux pommes qui en avait parlé, que je suis et qui lit pas du tout le même genre de livre que moi, mais j'adore suivre des gens qui lisent pas du tout le même genre de livre que moi justement pour découvrir un peu des choses différentes. Et là on va suivre l'histoire de Uxuralik, qui est une jeune femme inuite. Le roman commence en fait au moment où elle est séparée de sa famille. La banquise se fend en deux et sa famille dérive de l'autre côté. Elle dérive toute seule d'un côté. Son père lui lance une peau d'ours et elle a les chiens de son côté je crois. Bref, donc elle est un peu dans la merde. Légèrement, mais tout va bien. Et donc on va suivre vraiment son épopée depuis, elle doit avoir à ce moment-là 15-16 ans on va dire, jusqu'à 20 ans plus tard à peu près. On va suivre vraiment, on va la suivre sur une grande longueur d'années. Je sais pas si ça, non ça ne se dit absolument pas, c'est pas grave. Moi je pensais qu'on allait vraiment avoir un truc, pas d'action hein, parce que ça promettait pas ça du tout. Mais je me suis dit que ça allait être... quelque chose, je peux pas vous dire parce que sinon ça, je vous révèle que ce n'est pas ça, mais je pensais que ça allait être plus court dans le temps et que ça allait être une quête un peu plus précise en fait, on va dire, alors que non pas du tout. Ce qui est énormément présent dans ce livre c'est le lyrisme déjà de la plume, de toute l'ambiance, l'atmosphère que Bérengère Cournut arrive à mettre en place, les chants etc qui font un peu plus vrai que nature. Mais ce qui est assez marquant aussi c'est cette espèce d'errement en fait du personnage, enfin des personnages en général. Ils se mettaient vachement à la merci et ou à la clémence des éléments, des esprits auxquels ils croyaient etc. Et c'était vraiment très très intéressant. Très étrange et peut-être je vous dirais un trigger warning pour toutes les scènes où il découpe les animaux, où il mange les animaux, qui sont vraiment écrites de manière très crue. Par exemple ma soeur veut lire ce livre, elle est végétarienne et donc je l'ai prévenue hein, voilà. Je pense que ça peut être sympathique de prévenir. C'était aussi très très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est pas forcément les histoires... même le type de narration que j'ai l'habitude de lire, mais ça a été vraiment hyper rafraîchissant en fait, puisque c'est assez différent de ce que je lis d'habitude. Donc je suis très contente de l'avoir lu et ça me donne envie de lire d'autres livres, j'allais dire du même style. Peut-être de nature writing, écrit ou narré d'un style similaire on va dire, et ça a été une bonne découverte en tout cas, donc merci aux personnes qui m'ont poussé à le lire parce que il était franchement très cool. Ensuite j'ai lu Glasstown de Isabelle Greenberg, qui est un roman graphique sur l'enfance des sœurs Brontë, donc Anne, Emily et Charlotte, qui ont écrit certains des plus grands classiques de la littérature anglophone du 19e siècle, c'est-à-dire Léo de Hurlevent, Jane Eyre, La Châtelaine de Wildfell Hall, Agnès Grey, Villette, tout ce genre j'allais dire tout ce genre de choses, toutes ces histoires en fait qui sont assez marquantes on va dire pour la littérature anglophone du 19e siècle. Et on va suivre leur enfance à elle et leur frère Branwell, qui lui par contre on n'a rien de lui on va dire, je veux dire c'est un artiste raté, c'est un peu méchant dit comme ça, mais il est mort assez jeune comme elle toutes d'ailleurs, mais lui il s'est un peu perdu dans l'alcool, paris au jeu, ce genre de choses. Ça aurait été difficile pour elle de se perdre là-dedans puisqu'elle n'avait pas le droit, donc mais bon voilà, lui malheureusement il a un peu gâché son talent.
On va commencer le bouquin quand leurs deux sœurs aînées, je sais plus, il y avait Maria et je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre Fanny, peut-être quelque chose comme ça, décèdent malheureusement pendant qu'elles sont à l'école. Donc elles ont quoi, leurs grandes sœurs, elles ont 16-17 à peu près. Elles meurent toutes les deux, et là tu fais... Génial, ça commence bien. Mais de toute façon, cette fratrie est... comment dire, elle est maudite. Alors, vous allez voir pourquoi. Parce que si vous ne le savez pas, ensuite Branwell est décédé, enfin ils sont tous quasiment décédés avant 30 ans, sauf Charlotte qui a réussi à tenir jusqu'à 38 ans si je me souviens bien. Mais Branwell est décédé, Emily a attrapé froid au moment de l'enterrement de son frère, elle est morte genre 2 mois plus tard, et ensuite Anne est morte après Emily, et après il ne restait plus que Charlotte. Génial. Et donc on va suivre Charlotte qui est toute seule, du coup c'est après la mort de tous ses frères et sœurs. Elle est la dernière Brontë qu'il reste, et elle va se remémorer leur enfance, et après la mort de leur grande sœur, tous les enfants sont rentrés au bercail dans cette maison de Haworth. Et c'était assez propice, on va dire, comme ambiance, c'était assez propice pour développer leur imagination, et tous les 4 ils ont créé un monde imaginaire, un monde de fantaisie totale où des fois les codes sociaux sont comment dire, sont renversés, où Emily, Charlotte et Anne pouvaient être des hommes ou pouvaient être commandantes d'armée, ce genre de choses, vraiment assez avancé pour le 19e siècle. Et ça c'est vrai, on peut retrouver des lettres qu'ils se sont envoyées, on peut retrouver encore certains écrits, certains poèmes d'Emily Brontë parlent de Gondal. Donc on va suivre quand il crée Glasstown, qui est la capitale, à peu près la ville dans laquelle ils évoluent, et c'est vraiment une espèce de jeu de rôle un peu, puisque ils créent tous ensemble ce monde dans lequel évoluent certains personnages qu'ils veulent, voilà, ils créent des guerres, ils en font mourir certains, ce genre de choses. Et franchement ça a été un petit coup de cœur, parce que les sœurs Brontë ont été des, comment dire, m'ont énormément marqué quand j'étais adolescente. J'ai lu Jane Eyre et Léo Durlevent quand j'avais 12 ans quasiment, donc ouais, j'avais 12-13 ans, et ça m'a énormément marqué. Léo Durlevent est sûrement le classique qui m'a le plus marqué au monde dans ma vie, et donc franchement j'ai été ravie de pouvoir continuer à approfondir ce que je savais des sœurs Brontë. Et évidemment il y a un peu de, comment dire, de liberté qui ont été prises, ce qui est logique, c'est une adaptation en roman graphique, il faut que ce soit aussi entre guillemets intéressant. Mais franchement il y a des plages de dessins qui sont juste magnifiques, j'ai adoré le graphisme. Voilà, je vous donne un petit peu une idée de ce que ça donne. C'est un graphisme un peu comme ça, et franchement de toute façon je le trouve absolument magnifique, splendide, j'ai adoré le lire. Et je dois avouer que j'ai eu des larmes vers la fin. Ça parlait aussi du pouvoir de l'écriture, ça parlait du pouvoir de l'écriture comme aventure, comme échappatoire à une vie dont on n'est pas satisfait, et franchement ça m'a énormément parlé, et leur vie en général est assez inspirante. Et maintenant on va passer à 3 romans que je pensais être des romances de Noël, mais il y en a un qui s'est avéré ne pas être une romance de Noël, et le deuxième aussi étrangement. Mais voilà, je vais vous en parler maintenant tout de suite. Le premier c'est Faking Under the Mistletoe, et je sais déjà plus qui l'a écrit. Et je ne sais non plus qui en suit, mais quelle horreur. Dans ce roman on va suivre une jeune femme qui travaille, qui est interne après ses études pour un publiciste assez connu à New York, et elle travaille, voilà, avec son boss du coup elle est l'interne d'un des chefs qui est un peu grumpy, mais au final bon il est quand même sympathique, dans le sens où il est pas très ambiance fête de Noël, alors que elle est à fond, elle ne vit que pour ça. Donc elle crée tout un, comment dire, toute une sorte d'événements qui vont ensemble sur le thème de Noël, sur toutes les activités qu'on peut faire à Noël à New York, et elle crée ça, c'est une de ses missions en tant qu'interne en communication interne, j'imagine, pour cette compagnie de publicistes. Comment la romance se met en place, parce que c'est une romance de Noël. Là c'était vraiment une vraie romance de Noël, mais que j'ai pas mal appréciée, donc voilà. Mais comment ça se met en place, elle va à l'un des événements du boulot, voilà, elle traîne un peu son boss là-bas, et là il voit l'ancienne copine de ce fameux chef, du coup de qui il s'est séparé enfin c'est récemment, il y a 6 mois ou quelque chose comme ça, et elle est avec quelqu'un à nouveau, et donc la fille, notre personnage principal, se dit mais quelle meilleure idée que voilà de faire mine qu'on soit ensemble. Et du coup elle dit à son chef
fais-moi confiance et machin machin, et ils s'embrassent et ensuite ils font style qu'ils sont ensemble, et ça commence avec cette idée justement de faking under the mistletoe, donc faire mine sous la branche de gui, c'est-à-dire faire mine d'être ensemble pour rendre un peu cette fille jalouse. Mais on va passer de l'espèce de trope de on fait mine d'être ensemble à justement on commence à développer des vrais sentiments l'un pour l'autre, et voilà quoi, et c'est assez mignon. Franchement c'était assez sympathique, même s'il peut y avoir des questionnements sur le consentement du personnage principal masculin du coup au début, parce qu'elle l'attrape, elle est là enfin ils ont quand même une relation professionnelle, que lui il a aucun intérêt, elle non plus d'ailleurs, mais enfin que lui il veut vraiment pas changer, mais alors du tout, c'est pas lui qui lui fait des avances ni rien, et c'est même peut-être interdit. On peut se dire que peut-être il serait pas hyper à l'aise à l'idée d'être en couple, ou de faire mine d'être en couple, d'embrasser son interne. Elle lui demande pas vraiment son avis, ce qui peut, voilà, je pense que ça aurait énormément choqué si c'était dans l'autre sens, si c'était un mec qui arrivait et qui embrassait une meuf sans lui demander son avis et tout. Là par contre c'est censé être mignon parce que c'est la fille qui fait ça, et que c'est pas une grande menace pour le personnage principal masculin. Ça m'a fait un peu tiquer, voilà, il faut le dire, hein. J'étais là en mode en fait là le consentement il est où? Il y a aussi justement par contre une discussion sur le consentement, puisqu'il y a un des clients de cette fameuse entreprise qui drague le personnage principal féminin et qui essaye de lui mettre des mains au cul, ce genre de choses. Et là effectivement on a une vraie discussion sur le harcèlement sexuel, le consentement, comment certaines entreprises peuvent essayer de couvrir les agissements de leurs clients, surtout quand on est publiciste et que on doit soigner l'image de notre client, ce genre de choses, d'un artiste, voilà, une personnalité publique on va dire. Donc il y avait quand même une discussion de ça, mais je trouve que ça a manqué d'avoir une discussion sur le consentement au début. Une deuxième romance de Noël, ça a été Recommended for You. Là je crois que c'est Laura Silverman. On va suivre Shoshana et Jake. Tiens, ils sont beaucoup plus mémorables que les deux premiers, oups, qui du coup eux ne fêtent pas Noël, mais ils travaillent en librairie pendant les fêtes de Noël, puisque les deux sont des jeunes personnes juives en fait aux États-Unis. Ils sont en Géorgie, oui, ils sont en Géorgie. Et donc ils vont travailler tous les deux en librairie. Jake est nouveau, Shoshana ça fait déjà 1 an qu'elle travaille là-bas. Et il va y avoir une espèce de concours pour savoir qui est le meilleur vendeur ou vendeuse de livres. Et à la fin, à la clé, il y a 200 $ que les deux personnages veulent absolument, parce que ça pourrait les aider, parce que les deux sont dans la dèche financièrement. Donc on va dire qu'il y a un enjeu quand même assez important hein, pour cette compétition. Mais voilà, c'est censé être un peu leur histoire d'ennemis à amis ou d'ennemis à amants, voilà, un peu histoire romancée et tout, avec le fait qu'au début ils peuvent pas se piffrer. Pour moi, ce qui était intéressant dans ce livre, c'était l'exploration de la culture juive. Ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on a très peu de personnages juifs. Enfin moi, en tout cas, en tant que athée de base, voilà, je connais plus sur les rites chrétiens, je connais plus limite sur les rites musulmans que sur les rites juifs, et on entend beaucoup moins parler. Shoshana, ses deux parents sont deux mamans en fait, et donc ça m'intéressait. Mais c'était pas le but, c'était pas le cœur du roman, et malheureusement le personnage de Shoshana j'ai trouvé était assez détestable au début, et ensuite elle a eu une évolution qui pour moi sortait de nulle part, et c'était juste oui on va faire évoluer nos personnages parce que sinon on peut pas la laisser détestable du début à la fin, et hyper hyper immature en fait surtout, alors que Jake est assez mature lui, et elle est vraiment mais voilà, enfin si une ado de 16 ans, on peut pas non plus lui demander la maturité de quelqu'un de 25, 30, 35 ans, 40 ans, alors que bien sûr il y a des personnes de cet âge là qui sont aussi immatures, hein, voilà. Mais on va dire qu'il y avait une énorme différence de maturité entre les deux au début, qui ont le même âge, et c'était aussi ça qui créait leur tension, parce qu'en fait Shoshana faisait de la merde, très clairement. Jake était pas un personnage, comment dire, enfin je trouvais qu'il avait pas énormément de personnalité, voilà, mais en tout cas Shoshana était pas hyper agréable. Et ça a un peu impacté la lecture parce que franchement bon ça se lisait bien, c'était fluide, voilà, il y avait c'était du young adult, donc voilà, ça passait bien, et même si je soufflais un peu et levais les yeux au ciel on va dire.
mais ça n'a pas été extraordinaire. Faking Under the Mistletoe était un peu plus sympa. Là j'ai trouvé que ça partait des fois un peu dans tous les sens sans explorer totalement chaque aspect. En fait ça touchait un peu à tout, mais on restait vachement en surface de certains trucs et j'aurais préféré qu'on y aille un peu plus en profondeur. Et finalement le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un coup de cœur. Il s'agit de In 5 Years de Rebecca Searle. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que ça allait être un contemporain léger, vraiment sympathique. On va suivre Dani qui est une avocate de renom, pas forcément de renom mais qui est en train de monter à New York. On a passé énormément de temps à New York hein, dans mes livres récemment, j'adore. On est le 15 décembre 2020 et elle a eu un grand entretien pour une firme hyper importante. La firme de ses rêves dans laquelle elle veut travailler, d'avocat, etc. Et le même soir, son petit ami lui la demande en mariage dans un grand restaurant, etc. C'est exactement tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est comme ça qu'elle voit son plan dans 5 ans, c'est le titre du livre, c'est dans 5 ans parce que c'est une des questions qu'on pose à la fin de l'entretien d'embauche, à la fin de plusieurs entretiens d'embauche. Voilà, les gens demandaient alors où est-ce que vous voyez dans 5 ans elle d'ailleurs elle répond à cette question au tout début du bouquin en disant dans 5 ans je me vois mariée avec voilà son fiancé, je travaille toujours ici, je vais devenir partenaire junior, etc. machin. Donc elle est assez ambitieuse, elle se dit qu'elle aura des enfants parce que c'est ce qu'il faut faire, ce genre de choses. Bref, elle est vachement dans le fait de se conformer, d'être dans la norme, etc. Et cette fameuse nuit, elle s'endort, voilà, le 15 décembre 2020 et elle se réveille le 15 décembre 2025. Et tout d'un coup, elle est dans un appartement différent, elle a une bague différente au doigt, il y a un mec différent qui est là, qui lui fait à manger et avec qui elle commence à coucher, enfin voilà. Et d'ailleurs c'est le feu d'artifice, c'est tellement bien, elle est là en mode ah d'accord, j'ai raté des choses pendant toutes ces années avec mon fiancé. Bref, donc elle passe... je sais pas, peut-être 1 heure dans le futur en fait, techniquement, et elle se réveille à nouveau le 15 décembre 2020, mais bien sûr elle se dit c'est très étrange, mais comment j'ai pu imaginer ça. Et alors pendant 5 ans, puisqu'on va suivre les 5 ans entre le 15 décembre 2020 et le 15 décembre 2025, on va suivre tous les indices qui vont la pousser peut-être vers comment elle se retrouve dans cet appartement, comment elle se retrouve avec ce mec, pourquoi tout a changé, etc. En fait, on va se concentrer plus particulièrement sur l'histoire d'amitié entre Dani et sa meilleure amie. Enfin, ça va parler de l'amour, mais qu'on a pas de l'amour romantique en fait, l'amour profond qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre, voilà, l'amitié profonde, ce sentiment qu'on a pour les personnes qui nous ont accompagnés pendant des années, parce que du coup la meilleure amie de Dani, elle la connaît depuis qu'elle a 7 ans, là elles ont la trentaine, c'est plus qu'une meilleure amie à ce niveau là, c'est une sœur. Enfin, et c'est vraiment sur la profondeur des sentiments. Elle se retrouve avec ce mec dans cet appartement, avec cette bague, etc. Mais en fait, il y a tout un tas de raisons auxquelles on ne pense pas, parce qu'on va directement sauter sur le fait que c'est une romance, c'est un mec qui va changer sa vie, qui va changer sa manière de penser, qui va la guider sur un chemin de non-conformité, etc. Ou réfléchir un peu plus à ce que elle veut. Et en fait, le livre va nous donner tout autre chose et... le livre vraiment m'a fait pleurer, mais pleurer à sanglots à la fin, d'accord. C'est une histoire qui m'a profondément marquée. C'est c'est un de mes tops de 2020 sans contexte. Et voilà, c'est tout pour cette très longue update lecture, 5 livres que j'ai lus en ce début décembre. 5 assez bonnes lectures honnêtement, donc je suis assez contente de les avoir faites. On arrive vers la fin de l'année, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une update lecture, et en même temps là je viens de rentrer en France, donc je passe énormément de temps avec ma famille, donc j'ai pas énormément le temps de lire non plus, ce qui est pas très grave, hein, il faut se le dire. Et j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances aussi. Si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous allez vous reposer un peu à un moment donné, même si les fêtes sont pas très reposantes, mais cette année peut-être un peu plus. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos derniers coups de cœur de 2020, parce qu'on arrive à ce niveau, en fait on arrive à la fin 2020, et là il y a eu quelques coups de cœur, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment. Petite romance de Noël ou pas, petite lecture d'hiver ou pas, voilà, c'est comme vous voulez. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.